Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. L'après-midi a été houleuse dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Le gouvernement Valls ressort le 49.3 pour faire passer la loi Macron. Pas de débat, donc pas de vote. Les Républicains sont furieux, tout comme les frondeurs, le Front de gauche, les écologistes, tous dénoncent cette absence de débat. Et ce soir, une motion de censure a été déposée par les Républicains et l'UDI. Le gouvernement a-t-il raison de passer en force cette loi Macron pour la croissance et l'activité? Est-ce une bonne loi? Pourquoi ne satisfait-elle pas finalement personne? Trop libérale, pas assez libérale? On va en parler avec nos invités, avec vous Pascal Cherki. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député socialiste de Paris de la 11e circonscription et vous êtes un frondeur. Vous ne soutenez pas donc cette loi Macron. Je suis un socialiste. Oui, à chaque fois vous dites ça, mais vous faites partie quand même de ce qu'on appelle aujourd'hui les frondeurs, et on s'en rendra compte d'ailleurs assez rapidement. Frédéric Lefebvre, bonsoir. Vous êtes député Les Républicains maintenant, des Français établis hors de France, de la première circonscription. Alors vous, à la différence de votre formation politique, c'est pour ça que c'est assez intéressant ce soir, vous soutenez cette loi Macron, et s'il y avait eu un vote, vous l'auriez voté. Cette loi Macron. Benjamin Correa, bonsoir. Vous êtes économiste, professeur à Paris 13, membre des économistes atterrés. Léonidas Kalogeropoulos, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes vice-président d'Ectic, entreprise de taille humaine indépendante et de croissance. Alors avant de commencer ce débat, on va revoir, si vous le voulez bien, ensemble cette passe d'armes. Christian Jacob, qui est donc le patron des Républicains, qui a eu des mots très durs vis-à-vis de Manuel Valls, ce dernier d'ailleurs qui n'a pas manqué de lui répondre sur le même ton. On regarde ensemble cette passe d'armes. Monsieur le Premier ministre, c'est une faute lourde, une faute à l'égard de votre majorité que vous humiliez, une faute à l'égard de la démocratie que vous méprisez, une faute à l'égard des Français qui n'oublieront pas votre brutalité. Cette faute-là, monsieur le Premier ministre, elle mérite une sanction lourde, elle mérite un carton rouge. Et si vous aviez le courage de retourner devant les urnes, monsieur le Premier ministre, mais vous n'aurez pas ce courage, les Français vous balayeraient comme on balaie un fétu de paille. Et plutôt que de vous attaquer aux personnes, monsieur Jacob, ayez vous aussi et le courage de présenter un projet alternatif et de dire, comme le pensent beaucoup de vos parlementaires, qu'ils auraient pu voter ce texte parce qu'il est bon pour l'économie, parce qu'il est bon pour les entreprises, parce qu'il est bon pour les salariés et parce qu'il est bon pour les salariés. Je ne veux pas, monsieur Jacob, pour mon pays, que dans les 10 jours qui viennent, il y ait une guerre de tranchées dans cette Assemblée pour des raisons de posture politique. Et devant les Français, je me dois et nous le devons d'avancer, de réformer. C'est le sens de ce texte. Que cela vous plaise ou pas, nous avançons parce que le pays a besoin de réformes. Pascal Cherki, vous n'avez pas eu le droit à la parole aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Vous êtes en colère ce soir? Non, c'est pas parce qu'on m'a empêché de parler que je suis en colère. C'est pas un problème d'ego. Je trouve que c'est un aveu de faiblesse terrible de la part du chef du gouvernement. Il y a une majorité de gauche à l'Assemblée nationale. Il faut la rassembler. Je veux dire, des compromis sont possibles. Moi, j'étais prêt à des compromis. On était prêt à des compromis. Je vais vous prendre un exemple. Je suis contre l'extension du travail du dimanche. Contre. Philosophiquement, on pourrait en parler longuement, mais je ne suis pas pour métro, boulot, conso. Voilà. Mais à partir du moment où le gouvernement décide de le faire pour faire plaisir aux patrons des grandes enseignes, bon, comment on paye les salariés en conséquence? Dans le code du travail aujourd'hui, hérité de la droite, que nous avons récupéré en 2012, les 5 dimanches du maire sont payés double. 5 dimanches du maire. On a fustigé Nicolas Sarkozy quand il déclarait travailler plus pour gagner plus. Quand on était dans l'opposition, François Hollande, Manuel Valls et d'autres. Et là, quand on est au pouvoir, on fait travailler plus pour gagner presque pareil. Je veux dire, ça n'est pas possible quand on est député socialiste. Alors, j'étais prêt, moi, à passer un compromis en disant « Ok, on ouvre le dimanche, mais vous payez double ». Des compromis, il faut en faire, on en fait tout le temps dans la vie. Mais des compromissions, non. Des renoncements, non. Des abdications, non. Moi, je suis député socialiste. Je ne suis pas élu pour représenter le MEDEF à l'Assemblée nationale. Je représente les électeurs qui m'ont fait confiance sur des valeurs. Les représentants du MEDEF, je ne souhaite pas qu'on les trouve dans nos rangs. Alors, s'il y en a qui ont tourné Kazakh, c'est leur affaire. Mais moi, je resterai fidèle à mes convictions. Parce que je n'ai pas honte d'être de gauche et d'être socialiste. Alors justement, vous avez insisté là-dessus. Vous dites « Je ne suis pas frondeur, je suis socialiste ». Manuel Valls, il n'est pas socialiste? Je ne suis pas le porte-parole de Manuel Valls, vous lui poserez la question s'il daigne venir sur votre plateau. Mais moi, je suis socialiste, je n'ai pas honte d'être socialiste. Frédéric Lefebvre, vous êtes également député, tout comme Pascal Cherki. Est-ce que vous comprenez la colère de Pascal Cherki? Tout d'abord, est-ce que ça vous a gêné qu'il n'y ait pas de débat aujourd'hui, l'utilisation du 49.3? Moi, ce qui m'a gêné depuis le début, c'est que chacun est sur des postures. Et qu'en réalité, sur cette loi Macron, j'avais annoncé que je voterais, mais je ne m'étais pas contenté d'annoncer que je voterais le texte.
J'ai d'ailleurs participé au débat et avec mon collègue Cherki, nous avons eu l'occasion de débattre à de nombreuses reprises, y compris, je pourrais y revenir, sur le travail le dimanche. Mais ce que j'ai regretté, c'est que ma famille politique, alors que la très grande majorité des parlementaires considéraient comme moi que ce texte va dans le bon sens, même si j'ai déposé d'ailleurs beaucoup d'amendements en première lecture, j'en avais encore 21 cette fois-ci si on avait discuté, ne va pas assez loin et sur un certain nombre de points mérite d'être modifié, que globalement, il va dans le bon sens. Je juge que c'est bon pour l'économie française, pour les entreprises, bien sûr, pour les salariés français. Et donc, je considère que malheureusement, les Républicains, même si au moment où la décision a été prise, c'était l'UMP, l'UDI, ont eu tort de ne pas rentrer dans le débat avec la volonté de l'amender, ce texte, en allant plus loin. Parce que ça aurait évité de donner une tribune surdimensionnée aux frondeurs, entre guillemets. Pascal Cherki en a parfaitement usé. Mais la réalité, c'est qu'il y avait une majorité d'idées très claires dans l'hémicycle pour voter ce texte. Une majorité d'idées très claires. C'est ça la vérité. Donc finalement, c'est une posture, ce que vous dites, c'est une posture idéologique finalement. C'est une posture politique. C'est-à-dire, on est dans l'opposition, même si on trouve que le texte est bien, ben on ne le vote pas parce qu'on est dans l'opposition. Mais exactement. Donc on ne pense pas finalement à la France, aux Français, mais c'est bien le problème. qui sont au chômage, etc. La vie politique. C'est problématique, oui. Oui, c'est problématique. Quand on est un homme politique, oui, c'est problématique. Mais c'est surtout la réalité du débat public. Enfin, écoutez, vous pensez que les Français ne s'en rendent pas compte ? Mais là où Frédéric... qu'en permanence, dans ce pays, la droite et la gauche passent leur temps à créer des débats, à divertir l'opinion. Divertir au sens étymologique du terme, c'est-à-dire détourner de l'essentiel. Or, moi, ce qui m'intéresse, moi, je peux être en désaccord avec Pascal Cherki sur un certain nombre de points. Il nous arrive parfois, d'ailleurs, d'être d'accord sur d'autres. Mais ce qui, pour moi, est essentiel, c'est que chaque parlementaire vote, y compris les partis politiques, en fonction de ce qu'ils pensent, et pas en fonction de telle ou telle posture politicienne. Or, si ça avait été le cas, le texte serait passé beaucoup plus facilement. Pascal Cherki aurait exprimé avec un certain nombre de ses amis des positions, certes avec force, et vous mais auriez qui étaient voté minoritaires dans cette émission. Et vous auriez voté avec les socialistes. Vous voulez dire un mot, oui, Pascal mais moi, Cherki, ensuite je vous donne là où je la rejoins parole. Frédéric Lefebvre, c'est qu'en effet, beaucoup de députés de droite auraient pu la voter. Bien sûr. C'est une loi de droite. Il y a dedans beaucoup de mesures que la droite rêvait de faire quand elle était au pouvoir et qu'elle n'est pas osé faire parce qu'elle avait peur de la réaction. Je vous prends un exemple très simple. Le plafonnement des dommages et intérêts en cas de licenciement abusif d'une vieille lune du MEDEF qui n'a jamais créé un seul emploi. Bon, la droite aurait aimé la voter, celle-là. Jamais créé un seul emploi, ça n'a jamais été... La droite aurait aimé la voter. Ça ne peut pas créer l'emploi. La droite aurait aimé la voter. La gauche le fait. Enfin, cette gauche-là le fait. Nous avons fustigé quand nous étions dans l'opposition les privatisations des concessions autoroutières faites par le gouvernement de François Fillon et le président de la République Nicolas Sarkozy avec des mots très durs de François Hollande. Et nous privatisons des concessions d'aéroports rentables. La droite aurait pu le faire. Je peux donc multiplier les éléments dans ce projet de loi qui tiennent plus de l'idéologie de l'UMP et du MEDEF que de celle de la gauche. Donc pour moi, le débat de la modernité, c'est un débat qui part à un moment donné de ce que nous sommes. Si c'est pour faire comme les autres, allons chez les autres. Moi, j'empêche personne au Parti socialiste de rejoindre les Républicains. Mais il ne faut pas qu'il y ait tromperie sur la marchandise. Quand on se présente devant les électeurs sur une orientation, on ne sollicite pas leur vote pour leur détourner leur vote après et faire le contraire. Ça s'appelle une fraude morale par rapport au mandat de représentant que nous sommes du peuple à l'Assemblée nationale. Et je suis en colère par rapport à cette question-là. Je peux être en désaccord des fois, mais je suis en colère quand j'ai le sentiment qu'on manipule le peuple. Et après, il ne faut pas s'étonner que les partis politiques... Non, si vous permettiez... On va pas donner la parole. Oui, il faut que la parole, elle tourne. Allez, Léonidas Kalogeropoulos et ensuite Benjamin Corbière. Allez, il faut que la parole, elle tourne. Si vous permettez, je ne me ressens pas... Non, mais entre politiques... Nous sommes élus du peuple. Et vous avez effectivement l'habitude de débattre directement entre vous, comme si le monde était fait de deux camps opposés. Et moi, je ne me reconnais pas du tout dans la vision manichéenne qui a été décrite, en disant que d'un côté, il y aurait le MEDEF qui voudrait vendre ces vieilles lunes que l'UMP aurait dû porter. Je trouve au contraire que ce texte est porteur d'une espèce de souffle
pro-entrepreneurial qui n'a rien à voir avec la caste des entrepreneurs ou des patrons d'un côté et la caste des salariés de l'autre, mais au contraire, la volonté de mettre dans la société française un esprit d'entreprise qui va à l'encontre des monopoles, et il y a un certain nombre de règles qui viennent pour réguler l'économie, et puis également un certain nombre de lever un certain nombre d'obstacles là où on a des textes qui sont vraiment qui cloisonnent l'économie, et c'est notamment le cas pour tous les obstacles que nous rencontrons sur les prud'hommes. Ça sert non pas le droit des uniquement... salariés, le droit des salariés. Je vais revenir. Pardonnez-moi, mais les droits des salariés, il y a ce matin même un livre qui paraît... C'est un salarié au chômage. Mais moi, je souhaite qu'il y ait beaucoup moins de salariés au chômage, et je crains malheureusement que notre code du travail soit une machine à fabriquer du chômage, ce que deux responsables de gauche... les salariés, c'est pas le code du travail qui les licencie, monsieur. Mais monsieur, pardonnez-moi, les patrons, comme vous dites, qui sont des entrepreneurs, et les gens qui un jour décident de prendre un projet et le mener à bien, sont aussi les gens qui créent des emplois. Moi aussi, j'étais patron. Eh bien, écoutez, vous savez qu'ils créent des emplois et que lorsqu'ils licencient, c'est la mort dans l'âme. Mais lorsque, effectivement, il arrive qu'on doive le faire, c'est malheureusement souvent parce que l'on est devant des rigidités et que l'on ne peut pas mener à bien une dynamique. Non, mais une seconde. Benjamin Corria, moi j'aurais quand même qu'on réponde là-dessus parce que je sais que vous n'êtes pas d'accord ni avec Frédéric Lefebvre, ni avec Leonidas Kalogeropoulos. Mais aujourd'hui, la moitié des emplois sont tout de même créés par des entreprises. Est-ce qu'il n'est pas normal aujourd'hui, je vous pose la question, d'aider justement les entreprises, de leur donner un nouveau souffle pour qu'elles puissent engager? La moitié des emplois sont créés par des entreprises. Mais forcément, je veux dire, on est dans des sociétés salariales, donc forcément, qu'elles soient publiques, qu'elles soient privées, qu'elles soient associatives. Vous oubliez par exemple qu'il y a dans le secteur de l'économie sociale et solidaire des millions d'emplois, que c'est le secteur qui est le plus créateur d'emplois aujourd'hui. Donc si vous voulez, il ne faut pas partir sur un truisme. Les entreprises créent des emplois. La question n'est pas là. La question est quelles sont les conditions qui font que les entreprises sont à même de créer des emplois. C'est ça la question. Ce qui est derrière cette loi, c'est l'idée que, c'est d'ailleurs beaucoup moins en déréglementant les professions, parce qu'on a bien vu qu'au total, aussi bien les pharmaciens que les notaires s'en tirent extrêmement bien avec cette loi. Donc ce qui est derrière cette loi, c'est l'idée que c'est en attaquant le travail, en déréglementant le travail... Attaquer le tabac, Benjamin Corria, de donner 12 jours par an, alors qu'il y a des gens qui n'ont pas de boulot et qui ont peut-être la possibilité de bosser le dimanche, est-ce que c'est mal? On peut pas Après, il y a l'aspect philosophique, comme disait Pascal Cherki. Il y a l'aspect philosophique, mais surtout... avant ça, il y a le travail. Attendez, la question m'est posée. La question m'est posée, mais si vous voulez, ce qu'il faut voir, c'est l'ensemble des mesures qui sont prises et qu'est-ce que ça donne comme effet. Donc, il y a d'un côté cette dimension qui concerne l'ouverture du travail le dimanche dans des conditions... Contre ? Je suis contre, bien sûr que je suis contre, dans la mesure où, il n'y a aucune compensation qui est prévue par la loi, et où deux, pas suffisante à vos yeux, mais il y en a eu. Non, pas du tout, puisque c'est renvoyé aux accords collectifs. C'est renvoyé. Voilà, avec 30%, mais par rapport et dans une situation dans laquelle on a un affaiblissement général du droit du travail. Donc, on a ça d'un côté. Sur la question de la réforme prud'homale, il faut quand même en dire un mot. C'est proprement scandaleux, cette histoire de plafonnement. Est-ce que vous pouvez imaginer une situation dans laquelle un automobiliste chauffard rentre dans une vieille dame et son enfant, rend l'enfant infirme, blesse la vieille dame, mais de toute façon, on est tranquille parce que le chauffard ne sera pas payé au dommage qu'il a créé. Il y a une limite. Ça ouvre tous les abus possibles. Il suffit de faire un petit calcul. Vous permettez, monsieur, je voudrais finir. Il suffit de faire un petit calcul avec une règle à calcul, de savoir combien ça va nous coûter un maximum pour foutre dehors un type de 55 ans qui n'a plus aucune possibilité de travailler, quelqu'un qui est en situation de fragilité, de santé, parce que de toute façon c'est plafonné. Toutes les limitations qui faisaient qu'on était dans une société à peu près digne sont en train de sauter. Comment vous voulez dire une société
société. Et on veut nous faire avec 5 croire... millions de chômeurs, pardonnez-moi, c'est la pire. Alors ça, c'est l'autre problème. C'est l'autre problème, c'est que... On peut à un moment donné dire... C'est l'autre problème. Le cadre rigide... C'est l'autre problème. C'est que l'autre problème, c'est que toutes les déréglementations auxquelles on a procédé jusqu'ici ont accru le chômage de 600 000 personnes depuis Hollande et de plusieurs millions depuis plusieurs années. Allez, donc vous voyez bien que la solution n'est pas là non plus. Frédéric Lefebvre, ensuite Pascal Cherki. Les hommes politiques, y compris quand ils ne sont pas d'accord, savent parfois être plus raisonnables dans la manière de prendre la parole. Je voudrais simplement dire, notamment sur ce qu'a dit Pascal Cherki. J'ai pas du tout l'impression de ne pas être raisonnable parce que tout est vérifiable dans ce que j'ai dit. Je ne parle pas pour vous, hein, je parle pour vous deux. Oui, mais moi je parle pour moi. Tout est vérifiable. Allez, Frédéric Lefebvre. Je ne suis pas en train de vous savez, je ne partage pas votre point de vue, mais je parle simplement de la manière de discuter. Moi, je pense que sur des sujets comme ça, il faut arrêter de caricaturer. D'abord, il y a beaucoup de Français qui travaillent le dimanche déjà. Millions. Oui, bien sûr. Donc il faut arrêter de faire comme si c'était quelque chose de mal de travailler. D'ailleurs, je suis assez surpris par la coalition, d'une certaine manière, des gens qui sont parfois la droite la plus catholique avec les syndicalistes les plus virulents. Et je voudrais dire sur le travail le dimanche que j'ai, moi, manifesté à plusieurs reprises dans la rue, aux côtés non pas de patrons, aux côtés de salariés qui demandent à travailler le dimanche. Je voudrais vous donner un autre exemple. Les enfants aussi demandent à travailler dans certains pays. Quand j'étais ministre, j'ai été à plusieurs reprises à Paris voir des petits commerçants, pas des grandes surfaces, pas des grands patrons comme j'entendais tout à l'heure, des petits commerçants qui, simplement parce que le foncier, dans certaines zones touristiques où Paris respire, c'est, je crois, si je ne me trompe pas, le terme qui est employé pour zoner une partie de Paris. Dans ces zones, Paris respire, ou ces zones touristiques, le foncier a tellement augmenté que des petits commerçants, ils ne peuvent pas payer leur loyer s'ils ne travaillent pas le dimanche. Et vous avez, qui font la queue devant ces commerçants, des jeunes étudiants qui préfèrent de loin travailler le dimanche que de travailler le soir, parce que justement c'est mieux payé. Ils travailleront le dimanche et le soir maintenant. Et ensuite parce que ça leur permet de payer leurs études. Vous avez même parfois, à l'inverse, des gens qui se retrouvent dans une forme d'esclavagisme moderne, où ce sont, parce que quand on dit l'interdiction de travailler le dimanche, on se trompe. Tout le monde peut travailler le dimanche. C'est interdiction de salarier quelqu'un le dimanche. Donc vous avez parfois des gens qui se retrouvent à travailler 7 jours sur 7, qui n'ont pas d'autre choix, qui sont des petits commerçants. Et puis je voudrais vous dire que c'est peut-être parce que je passe la moitié de mon temps aux États-Unis et au Canada, mais enfin je pense que ça ne fait pas de mal de regarder le monde. Et de se dire qu'aujourd'hui, le monde change. Que quand vous avez une grande partie du commerce qui se fait sur des plateformes digitales, que du coup, j'ai été leur ministre, les commerçants se retrouvent directement concurrencés. Ce sont souvent des questions de survie pour eux que de pouvoir travailler le dimanche. Je ne dis pas qu'il ne faut pas protéger les salariés. Je pense d'ailleurs que c'est le rôle des parlementaires éclairés par les uns ou par les autres dans un débat de chercher le meilleur moyen d'éviter les pressions sur les salariés. Mais dans le même temps, je pense que c'est une erreur d'en faire une sorte de débat théologique, idéologique, mais personne en fait. Devient une sorte de France contre une autre. Allez, on va faire une petite pause, le temps du rappel des titres. Et ensuite, je donne la parole à Léonidas Kalogeropoulos pour réagir. Et à vous tous, pour réagir à ce que vient de dire Frédéric Lefebvre. À tout de suite.